Bonjour à tous et bienvenue sur notre chaîne YouTube, la chaîne de Ligne Droite. Je vous invite à vous abonner à cette chaîne, à aimer, à partager, à commenter ces vidéos. C'est très important pour notre référencement et c'est une manière de nous soutenir. Merci à vous tous. Le 25 septembre, cri de joie pour certains, le parti populiste Fratelli d'Italia, présidé par Giorgia Meloni, a remporté les élections législatives et avalanche de drapeaux conservateurs. Meloni sera notre égérie, disent-ils. Éric Zemmour ne se sent pas de joie. Il publie un communiqué de presse avec l'Union des droites. Giorgia Meloni l'emporte en Italie et je cite sa première phrase: de la Suède à l'Italie, nous vivons ces dernières semaines la deuxième union des droites victorieuse en Europe, dont le ciment est bel et bien la question identitaire. Eh bien, elle est là, cette question d'identitaire, reprise par François Bousquet, également rédacteur en chef de la revue Éléments. Cette victoire, selon lui, c'est l'Italie, troisième économie de la zone euro, s'est réveillée lundi matin populiste, conservatrice et protectionniste. Voilà un camouflet pour Bruxelles, chante François Bousquet. Mais vraiment, est-ce un camouflet pour Bruxelles ? Meloni n'est-elle pas plutôt un produit de Bruxelles, elle qui ne souhaite remettre en question ni l'euro, ni l'UE, ni l'OTAN ? On connaît la chanson, hein, on changera les institutions quand on sera à l'intérieur. Mais l'identité peut-elle vraiment être défendue au sein de ces institutions ? L'identité ne passe-t-elle pas d'abord par une défense de la souveraineté ? Eh bien, c'est cette contradiction entre identité et souveraineté que nous soulevons aujourd'hui avec nos deux invités. Rémi Tel, bonjour. Bonjour Clémence. Vous êtes cofondateur du collectif Peuple Libre et auteur de ce livre Paroles révoltées aux éditions Perspectives Libres. Et puis nous sommes avec Bastien Frima, bonjour. Bonjour Clémence, bonjour monsieur. Vous êtes auteur du livre Le privilège blanc qui veut faire la peau aux Européens, aux éditions La Nouvelle Librairie, les éditions également menées par François Bousquet que je citais à l'instant. Alors peut-être donner la parole à Bastien Frima parce que j'imagine que pour vous, la victoire de Giorgia Meloni, c'était une victoire du camp conservateur et identitaire. Oui, complètement. Je pense que les motivations, les raisons qui ont poussé les Italiens à élire, à porter au pouvoir cette coalition de droite menée par Giorgia Meloni sont clairement des raisons identitaires, sont clairement des tensions identitaires. La crainte de voir le peuple italien être dilué, disparaître face à une invasion migratoire qui frappe de plein fouet le continent, mais évidemment notamment sa rive sud, puisque c'est une invasion qui provient du sud, qui provient notamment des pays africains. Et oui, je pense que c'était déterminant à la fois dans le discours de la coalition de droite, dans le discours de Giorgia Meloni, mais évidemment dans les motivations du peuple italien à les soutenir. Mais donc, vous faites confiance, vous avez confiance dans le fait que Giorgia Meloni peut changer les choses alors qu'elle reste dans l'Union européenne ? Oui, enfin, vous savez, défendre son identité au sein de l'Union européenne, c'est possible. On en a des exemples assez concrets. On a la Pologne, on a la Hongrie, on a dans un autre style le Danemark. C'est possible, c'est une question de volonté des dirigeants. Alors, évidemment, Giorgia Meloni aura elle aura affronté d'autres problèmes tels que notamment une crise économique, constituer une majorité solide puisqu'elle est en coalition avec des alliés. Je suis pas certain que Bruxelles, l'Union européenne, bien qu'il s'agisse d'un véritable problème, je suis pas certain que ce soit le problème majeur qu'elle aura à affronter dans l'exercice de son gouvernement aujourd'hui. Rémi Tel, est-ce que vous en pensez autant ? Deux choses. Bon, premièrement, il est très clair que la victoire de Meloni est plutôt souhaitable, enfin était préférable à celle de ses adversaires de gauche. Ça, je pense qu'on sera d'accord tous autour de la table ici. En revanche, il me semble qu'elle ne se donne pas véritablement les moyens de ses ambitions politiques, notamment sur la question migratoire, en refusant de sortir de l'Union européenne et en acceptant en fait de s'intégrer au droit européen, puisque le droit européen dirige la politique migratoire. Vous savez, depuis le traité d'Amsterdam en 1999, on a eu plusieurs directives. En 2003, sur l'interdiction du regroupement familial. En 2008, pour obliger les États à relâcher les clandestins qui sont attrapés sur leur territoire afin de leur laisser une semaine à un mois pour repartir volontairement chez eux. Et donc tout ça risque fortement d'être un écran de fumée, je le crains. Et, à ce sujet, Bastien Frima, vous pensez finalement que vous, malgré le droit européen, on peut, c'est ce que vous disiez tout à l'heure, en donnant l'exemple de la Hongrie, on peut affirmer finalement son identité et la défense de ses frontières ?
Oui, alors effectivement, je ne nie pas qu'il y a un problème au niveau de la législation des cours de justice de l'Union européenne, c'est une évidence. En revanche, je crois que les nations, les peuples peuvent se défendre. Donc j'ai cité les exemples de la Pologne, de la Hongrie, du Danemark. On peut prendre l'exemple de la Lituanie, un des petits pays baltes qu'on oublie un petit peu souvent. Lorsque la Lituanie a été soumise à une pression migratoire intense, il y a à peu près 1 an, sur le modèle de ce que la Turquie a fait subir à la Grèce, la Lituanie a immédiatement pris des mesures pour autoriser la détention pendant plusieurs semaines des migrants interpellés en train de franchir sa frontière, jusqu'à ce qu'en fait, une détention assez dure, jusqu'à ce que ces migrants acceptent de repartir vers la Biélorussie. Ensuite, elle a fait construire un mur à sa frontière avec la Biélorussie. La Lituanie peut se protéger. Bruxelles, les juges de la Cour de justice ne lui ont rien dit. Il y a d'ailleurs des changements qui sont assez perceptibles aujourd'hui dans les arrêts de la CJUE, de la CEDH, à Ceuta et Melilla, dans les enclaves espagnoles au Maghreb, au Maroc. Il y a eu des refoulements de migrants et la CEDH a considéré que cela n'était pas illégal. Donc, effectivement, il y a un souci d'un conflit de souveraineté par rapport à ce que les juges européens veulent imposer aux États, mais certains États peuvent parfaitement se défendre, et cela est une question de volonté politique. Et je voudrais quand même rappeler que les premiers obstacles à l'expression de notre souveraineté, notamment en matière migratoire, sont bien souvent à l'intérieur de nos États. Monsieur, je me permets quand même de vous rappeler que le Conseil constitutionnel en 2018 a consacré le caractère constitutionnel du principe de fraternité pour ne pas condamner Cédric Herrou qui faisait passer des migrants clandestins. Je vous rappelle qu'en 71, il y a eu la décision liberté d'association du Conseil constitutionnel qui a intégré ce qu'on appelle le bloc de constitutionnalité, donc le préambule de la Constitution du 4 octobre 58, le préambule de la Constitution de 46, la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. Je vous rappelle aussi, par exemple, que le Conseil d'État, il y a à peine 2 ans, a dissous de façon totalement injuste et infondée le mouvement Génération Identitaire. C'est à Bruxelles qui nous impose ça en France. Donc effectivement, il y a un problème avec les juges européens, mais il y a un problème avec les juges en général. Il y a un problème avec ce qu'on appelle le gouvernement des juges en général, qui nous prive de notre souveraineté, de notre liberté d'expression. C'est pas nécessairement Bruxelles. Rémy-Tel, rapidement, parce qu'on va partir sur le flash info, puisqu'il est presque 8h avec Valentin Schirmer. Mais Rémy-Tel, je vous donne un peu la parole. Alors, le Conseil d'État et le Conseil constitutionnel sont en France les ambassadeurs des juges européens. Il y a ce dialogue des juges bien connu avec cette imbrication du droit. Je pense qu'évidemment, la volonté politique peut permettre à des nations de se défendre, mais qu'on se défend d'autant mieux qu'on n'a pas les mains liées dans le dos. Or, c'est bien ce que fait l'Union européenne, et les exemples qui ont été cités témoignent certes de l'ambition de certains leaders, mais d'une ambition qui ne sera jamais parachevée. On parle beaucoup, par exemple, de la Hongrie. Oui. La Hongrie a régularisé 250 000 migrants en 5 ans. Et dans d'autres pays réputés conservateurs ou anti-immigration de l'Union européenne, alors on fait peut-être mieux qu'en France, c'est certain, mais c'est encore tout ça très, très imparfait. Et ces pays ne pourraient pas, par exemple, mener des politiques de reconduction systématique aux frontières ou de contrôle, tout simplement, aux frontières. Il faut rappeler que le traité de Rome, en 1957, interdit le contrôle aux frontières internes de l'Union européenne, quelle que soit la nationalité des personnes qui viendraient à être contrôlées. Donc moi, je crois qu'on peut avoir beaucoup de volonté politique, mais que le meilleur moyen, finalement, pour se débarrasser de l'immigration massive et d'autres problèmes, puisque l'Union européenne ne pose pas simplement un problème en termes d'immigration, c'est de sortir de l'Union européenne pour retrouver pleinement le contrôle de notre frontière, ce qui est un acte de souveraineté, l'un des piliers de la souveraineté nationale, et rester au sein de l'Union, se battre au sein de l'Union. Moi, c'est des discours que j'ai beaucoup entendus. Je viens des Républicains, où on disait en 2017 qu'on allait changer l'Union européenne de l'intérieur. 4 années plus tard, force est de constater que le résultat n'est évidemment pas au rendez-vous. Oui. Rémy-Tel, je vais vous redonner la parole dans quelques instants. Il est 8h01 et c'est l'heure des informations avec Valentin Schirmer. Ligne droite. Je suis pour, je suis contre, pour, contre.
la table ronde. Oui, on se pose cette question notamment avec la grande victoire de Giorgia Meloni qui a été célébrée dans tous les pays d'Europe qui se disent, en tout cas dans tous les partis d'Europe qui se disent conservateurs, identitaires. Mais Meloni saura-t-elle justement, est-ce qu'elle pourra défendre vraiment les intérêts identitaires, conservateurs de son pays? Eh bien, c'est la question qui se pose. Est-ce qu'elle ne devrait pas d'abord commencer par sortir de l'Union européenne? Rémi Tell et Bastien Frimas, nous sommes toujours avec vous. Rémi Tell, vous êtes fondateur du collectif Peuple Libre et auteur de Paroles révoltées aux éditions Perspectives Libres. Et Bastien Frimas, auteur du livre Le privilège blanc qui veut faire la peau aux Européens, publié aux éditions La Nouvelle Librairie. Alors, Rémi Tell, vous expliquez que finalement, la meilleure solution, c'était encore de sortir des frontières pour avoir le champ libre. Exactement, ce qui est le principe de la plupart des États-nations du monde, et je vois pas pourquoi les pays d'Europe y feraient exception. C'est pas comme si la construction européenne avait apporté tant de bienfaits, et notamment à l'Italie, par exemple. Quand on regarde les résultats qu'ont produit la zone euro sur l'industrie italienne, on comprend mieux pourquoi, par exemple, quelqu'un comme Matteo Salvini, qui avait noué un pacte avec Mario Draghi, a considérablement baissé dans les intentions de vote. Alors il y a la question migratoire, mais pas que. Prenez sur les affaires de société l'attitude qu'a eue l'Union européenne, par exemple vis-à-vis de la Pologne, suite à sa volonté de remettre en cause le droit absolu, enfin jugé absolu à l'avortement, avec du chantage au financement européen. Le fait de montrer le peuple polonais comme ça du doigt. L'oligarchie européenne est intrinsèquement anti-nationale, anti-conservatrice, puisque c'est la raison justement pour laquelle l'Union européenne a été faite. Oui, donc finalement, vous considérez qu'il y a un cœur qui est bien plus qu'administratif au niveau européen, bruxellois, et qu'il est même idéologique, qu'il a des raisons d'être, de lutter contre ces pays conservateurs, et que donc il ne laissera jamais une marge de manœuvre à ces pays. Bien sûr, puisque la raison d'être de l'Union européenne, c'est l'effacement des nations au profit d'un marché unique qui puisse être facilement préhensible par des acteurs extérieurs, au premier rang desquels les États-Unis. Et la politique qui a été suivie, notamment depuis Maastricht en 92, n'a consisté qu'à défaire les traditions nationales, qu'à installer une immigration à ce point massif qu'elle transforme le visage des sociétés européennes. Et puis on voit bien qu'il y a des intérêts économiques aussi au niveau européen qui sont foncièrement pro-immigrationnistes. Et même si on s'intéresse à la volonté politique, il ne pourra jamais y avoir de vote majoritaire au Parlement européen pour une nouvelle politique d'immigration, pour la simple et bonne raison que le patronat allemand a besoin de sa réserve d'immigrés pour faire fonctionner l'industrie allemande, et que les députés allemands sont majoritaires, en tout cas de façon relative, au Parlement européen. Donc les institutions européennes bloquent mécaniquement toute avancée sur les sujets du conservatisme et de l'identité. Bastien Frimas, est-ce que vous n'avez pas l'impression que de toute façon, de fait, on le voit dans les exemples, on a vu le parti, le Rassemblement national, Marine Le Pen, opposante officielle à la doxa bruxelloise, etc., à la nomenclatura, et puis finalement qui rentre doucement dans le rang, qui annonçait avant qu'elle sortirait de l'Union européenne, et puis finalement qui dit que c'est très bien de rester dans l'Union et dans l'euro. Et il se trouve qu'on a vu la même chose avec le parti Fratelli d'Italia, anciennement pour la sortie de l'Union européenne, anti-euro, et puis doucement qui se convertit, on va dire, à un anti-Bruxelles, qui est plus doux, qui permet de dire on va changer les choses de l'intérieur. Est-ce que finalement, à vouloir rester dans ce giron-là, on ne s'affaiblit pas sans même s'en rendre compte ?
Alors, je suis un petit peu gêné parce que j'ai l'impression de me faire d'être le défenseur de l'Union européenne, en tout cas que vous me demandez de tenir ces rôles, alors que en fait je partage quand même évidemment beaucoup des constats de Monsieur Tell. Je voudrais, comme il s'était exprimé avant le bulletin, je voudrais répondre très très rapidement à trois des choses qu'il a évoquées. Oui, le Conseil d'État et le Conseil constitutionnel sont souvent les porte-voix des décisions des juges européens, mais typiquement les exemples que j'ai pris, la liberté d'association 71 qui a donné le bloc de constitutionnalité ou le caractère de constitutionnalité du principe de fraternité avec Cédric Herrou qui consacre en fait le droit des clandestins à pénétrer sur le sol, c'est pas Bruxelles, ce sont les conseils d'État, conseil constitutionnel français. La Lituanie et l'Espagne, encore une fois, j'ai donné ces exemples parce qu'ils défendent leurs frontières et qu'ils empêchent d'entrer sur leur territoire. Ils font du refoulement, tout le monde le sait, personne ne l'appelle comme ça, mais ils le font. Encore une fois, Bruxelles ferme gentiment les yeux. Les expulsions, l'Allemagne expulse plus que la France. La France a expulsé quelque chose comme 15 ou 20 Algériens l'an dernier. C'est-à-dire qu'il y a avant tout un manque de volonté, un refus d'engager un bras de fer diplomatique, économique et politique avec les pays de départ de cette immigration-invasion. En fait, ce que je veux dire par là, c'est que la plus grande limite à notre souveraineté, c'est avant tout la lâcheté de nos propres dirigeants. Oui. Monsieur Tell, vous prenez l'exemple d'un vote au Parlement européen en disant qu'il n'y aurait jamais de majorité puisque le patronat allemand a besoin de main-d'œuvre immigrée. Et je vous rejoins, c'est vrai, c'est parfaitement assumé. Mais est-ce que vous pensez qu'il pourrait y avoir un jour un vote majoritaire à l'Assemblée nationale pour dire, eh bien, nous reprenons le contrôle de nos frontières, nous expulsons les clandestins, etc., etc. En l'occurrence, si on regarde la situation actuelle, on pourrait se dire, ça n'arrivera jamais. Moi, je vois pas pourquoi si ça n'arriverait, si c'est une éventualité possible en Italie, à l'Assemblée nationale, ça ne serait jamais une éventualité au Parlement européen. Au Parlement européen, vous savez, il y a 705 députés et les Allemands en représentent 92, je crois. Et parmi ces 92, il y a des députés de l'AfD, l'Alternative für Deutschland, c'est-à-dire qu'il y a des députés qui sont contre cette immigration-invasion. Donc, on pourrait imaginer une majorité, aussi bien à l'Assemblée nationale, aussi bien dans nos parlements nationaux, comme aujourd'hui à la Camera et au Sénato italien, qu'au Parlement européen. Éventuellement, pourquoi pas? Bon, après, encore une fois, je ne veux pas défendre l'Union européenne. Je veux apporter un petit peu de nuance, simplement pour rappeler que souvent nos dirigeants se déchargent de leurs responsabilités et de leur lâcheté en favorisant les accusations à l'encontre de Bruxelles, qui sont la plupart du temps justifié, mais il n'y a pas que ça. Il y a aussi la lâcheté de nos propres dirigeants qui refusent, et j'espère que Giorgia Meloni assumera de vouloir ce bras de fer, assumera de vouloir défendre l'identité de son peuple, c'est pourquoi justement les Italiens la portent aujourd'hui au pouvoir. Et je pense que, encore une fois, les exemples que j'ai cités, Hongrie, Pologne, Lituanie, la Grèce qui construit un mur à sa frontière, l'Espagne socialiste, le Danemark socialiste, des pays sont parfaitement capables d'agir pour protéger leur identité. Vous parlez des mœurs conservatrices, du conservatisme en général, du sociétal, l'avortement, eh bien... je suis navré de vous détromper, mais les attaques de Bruxelles contre la Pologne, c'est parce que la Pologne a voulu réorganiser sa justice. Ce n'est pas parce qu'elle maintient un droit restrictif par rapport à l'avortement. Alors évidemment, il y a des enjeux politiques, c'est-à-dire que quand la Commission de Bruxelles attaque la Pologne sur cette question de l'organisation de la justice, il y a aussi une volonté de la faire céder sur le sociétal. Mais en l'occurrence, les politiques de santé sont une compétence exclusive des États membres. C'est-à-dire que le Parlement européen enchaîne les résolutions pour condamner la législation sur l'avortement en Pologne, mais l'Union européenne n'a aucune prise juridiquement pour imposer la libéralisation de l'avortement en Pologne. La Hongrie a voté encore très récemment une loi dite anti-pédophilie qui interdit notamment la propagande LGBT vis-à-vis des enfants dans les écoles, quelque chose qu'a proposé Éric Zemmour, par exemple. Eh bien, elle l'a fait et Bruxelles n'a aucune prise parce que l'éducation est une compétence exclusive des États membres. Non, il me semble que justement Ursula von der Leyen avait annoncé des sanctions sur cette question-là, au moins indirectes, en bloquant certains fonds, etc., sur la question de la communication LGBT. C'est pour d'autres raisons. En fait, ils utilisent ils instrumentalisent d'autres raisons pour essayer de faire céder. Voilà. Mais dans les faits, ni la Pologne ni la Hongrie ne cèdent. Oui, ça c'est sûr. Il suffit de refuser de céder. Alors, il y a une petite différence peut-être aussi, c'est que l'Italie, pour revenir sur notre premier exemple italien, c'est que l'Italie est très très endettée. Donc elle est peut-être aussi plus pieds et mains liés par la BCE que les autres, Rémi Tell. Oui, mais... Oui. Alors, juste pour répondre sur les points qui viennent d'être évoqués par M. Frimas, concernant la santé, vous savez que depuis la crise sanitaire, il y a quand même eu une bataille menée par la Commission pour s'emparer de la santé des Européens et des sujets liés à la santé qui effectivement
relevaient jusqu'ici des États membres. Et donc, on peut très bien imaginer que demain, des politiques de prévention sur la sexualité, etc., liées à tous les sujets qu'on a évoqués, soient prises en charge par la Commission européenne avec l'idéologie que l'on sait. Deuxièmement, j'accorde bien volontiers à Bastien Frimas que l'idéologie pro-immigrationniste ne sévit pas qu'au niveau européen, ça c'est très clair. Nous avons aussi nos travers et il y a cette défausse dont il a parlé. En même temps, il ne faut pas non plus nier l'impact qu'a le fait européen sur la sociologie politique française, puisqu'on sait très bien qu'aujourd'hui, au sein des partis de gouvernement français, vous avez des représentants qui ont été triés, présélectionnés pour être adaptés justement à ce moule européen. Et donc, c'est pas un hasard si on retrouve aussi cette continuité entre l'idéologie portée au niveau des institutions européennes et l'idéologie française. De plus, ça fait quand même une deuxième barrière à surmonter. Si on n'en avait qu'une seule, c'est-à-dire le combat national, ce serait beaucoup plus facile de pouvoir organiser la victoire de nos idées que le combat national plus le combat au niveau européen. Et enfin, sur les exemples qui ont été rappelés, je ne nie pas la bonne volonté politique des leaders en question, mais il ne s'agit que de changements aux marges. C'est-à-dire que sur l'essentiel, l'alignement reste complet avec la politique immigrationniste de Bruxelles, pas par faute de manque d'ambition, mais tout simplement parce que le droit européen ne le permet pas. Alors on fait des coups médiatiques, on organise le scandale parfois volontairement pour consolider les opinions publiques, mais encore une fois, Viktor Orban, par exemple, qui fait figure d'exemple sur cette question de l'immigration, Viktor Orban a régularisé 250 000 clandestins en 5 ans dans un pays, la Hongrie, qui compte beaucoup moins d'habitants que la France. Alors allez-y, Bastien Frimas. Oui, vous savez, il y a deux choses. La politique migratoire qui est imposée par l'Union européenne, c'est la politique d'asile. C'est-à-dire qu'un État décide ou non de régulariser des clandestins, ça relève de sa souveraineté. Ça, c'est pas Bruxelles qui impose de régulariser des clandestins. Alors que Viktor Orban fasse une erreur en régularisant 250 000 clandestins, c'est un fait, possiblement un fait, mais ce n'est pas Bruxelles qui le lui a imposé. Ce que Bruxelles peut essayer d'imposer, c'est de faire respecter les règles relatives à l'asile, et donc ce qu'elle a essayé de faire avec son projet de répartition des migrants. En l'occurrence, qui a bloqué ce projet de répartition des migrants au sein des États membres? Eh bien, c'est la Hongrie et la Pologne. Donc là encore, il y a une capacité de souveraineté qui s'exerce. Après, encore une fois, je voudrais pas me faire le défenseur de l'Union européenne. J'essaie d'apporter un petit peu de nuance. Il se trouve que je travaille dans les institutions européennes, où je connais ça de l'intérieur, je connais un petit peu le sujet, mais je ne veux pas défendre l'Union, défendre Bruxelles. Je voudrais essayer, puisque je pense qu'on avance vers la fin du débat, je vais essayer de prendre un petit peu de hauteur par rapport au sujet que vous nous avez proposé, Clémence. Identité ou souveraineté, qu'est-ce qui prime? Pour moi, l'identité, c'est le caractère qui fonde le peuple, qui lui permet de se définir, de se penser en tant que peuple, en tant que communauté politique et historique, c'est-à-dire de se reconnaître à la fois un passé commun et de se vouloir un avenir partagé. Pour qu'une communauté politique cherche à exister et à faire valoir sa souveraineté, il faut bien qu'elle existe, qu'elle considère d'abord avoir quelque chose de commun à défendre, puisque s'il n'y a pas de commun, il n'y a par définition pas de communauté. On peut prendre des exemples historiques, on peut prendre celui de la Pologne. Par exemple, la Pologne a régulièrement été un royaume tout à fait puissant, mais aussi dominé, écrasé par ses voisins. Et pourtant, l'identité polonaise a survécu malgré une privation totale de souveraineté pendant des siècles et des siècles. C'est-à-dire que c'est bien l'identité qui permet à un peuple de s'affirmer, de survivre et de ressurgir. Alors effectivement, il y a la question migratoire, c'est le lien entre la souveraineté, la police, la cité, l'action politique et l'ethnos, c'est-à-dire qu'à partir du moment où le peuple change, évidemment, la question de la souveraineté est remise en jeu. Mais encore une fois, je pense que le plus important, c'est la souveraineté, puisque sans souveraineté, il ne peut y avoir une identité, mais l'inverse n'est pas forcément vrai. Et en l'occurrence, certains pays défendent très bien leur identité nationale. Je sais qu'il y a des corsets juridiques. Je pense que nous pouvons les forcer à changer. Je pense qu'il faut les remettre en cause, mais que ce qui prime, c'est de défendre son identité. Certains pays le font, d'autres ne le font pas. Et là, je vous rejoins, Monsieur Tell, c'est parce qu'effectivement, il y a une homogénéité de pensée libérale entre nos
nos dirigeants d'Europe de l'Ouest et les dirigeants de la Commission européenne, mais simplement parce qu'ils sont formés, comme vous le disiez, dans le même moule. Certains dirigeants, comme Viktor Orban, comme les dirigeants polonais, comme les dirigeants lituaniens, et j'espère que Giorgia Meloni, préféreront toujours défendre l'identité de leur peuple, malgré les difficultés liées à la souveraineté juridique par rapport au traité européen. Alors, Bastien Friedman, juste une petite précision. Je pense qu'à un moment donné, vous avez fait un lapsus peut-être révélateur, parce que vous avez dit l'essentiel pour moi est d'abord la souveraineté pour l'identité. Non, bien sûr, l'essentiel est l'identité, puisque sans identité, il n'y a pas de souveraineté, tandis que sans souveraineté, il peut y avoir une identité. Voilà, c'est là, on va se tourner vers Rémi Tel sur cette question, on va dire presque philosophique. Est-ce qu'il ne faut pas d'abord une volonté nationale identitaire, une identité pour assumer sa souveraineté ? C'est là où on aura un désaccord. Autant sur les objectifs, on se rejoint complètement sur la défense de l'identité, mais je crois que la défense de l'identité, elle ne peut se faire qu'au niveau national, parce que l'identité européenne, ce serait quoi ? Est-ce que c'est une ethnie ? Vous savez que sur le continent européen, il y a des Celtes, il y a des Slaves, il y a des Latins, il y a les peuples germains. Est-ce que ce seraient des racines culturelles identiques ? Je vous rappelle que l'Allemagne n'a jamais été romanisée, qu'il y a encore un siècle, l'Autriche-Hongrie faisait partie de l'Empire ottoman musulman. Une religion, le christianisme, on voit la façon dont les institutions européennes aujourd'hui abandonnent l'Arménie, première nation chrétienne. Et donc en fait, moi je crains que la défense de l'identité au niveau européen, ce ne soit que la défense d'une forme de blancheur, parce que c'est le seul véritable fil rouge, ou alors il faut associer les Argentins, les Mexicains, les Américains, etc. Et l'amitié des peuples. Alors après, de dire qu'il y a un fond commun, ça c'est très clair, même si c'est aussi un fond de concurrence et parfois même de guerre. Mais en tout cas, je ne pense pas que l'amitié des peuples européens et leur collaboration doivent nécessairement passer par leur enchaînement les uns aux autres. Voilà, c'est pas ça de l'amitié. Un détail. Je vais vous répondre, mais un détail, vous dites que l'Allemagne n'a jamais été romanisée. Je vous rappelle quand même que pendant 1000 ans, l'Allemagne a été le cœur du Saint-Empire romain germanique. Donc, il y a clairement une influence. Mais pas l'Empire romain, vous le savez très bien. Ils ont adopté. Si, c'était la continuité de l'Empire romain, comme l'Empire byzantin était mais comme Charlemagne a ramassé le sceptre et la potestas de l'Empire romain, qui a ensuite été transféré au Saint-Empire romain germanique. C'est-à-dire que l'Allemagne a été romanisée. Bon, écoutez ces détails, mais l'Allemagne a été en partie romanisée, notamment parce qu'ils ont accepté l'esprit juridique de Rome et en ont récupéré des éléments culturels fondamentaux. Mais alors, pour vous répondre quant à l'identité européenne, l'identité est nécessairement pluriel, c'est-à-dire que ce sont des couches d'identité. Moi, par exemple, je suis à la fois normand, français et européen. C'est-à-dire que j'ai mon identité, ma patrie charnelle, ma patrie locale, mon identité locale, mon identité nationale avec mon roman historique, avec ma langue, avec des référents culturels. Mais ces référents culturels sont en très large partie, partagés au sein des pays de civilisation européenne. C'est-à-dire que nous avons en partage cette identité plurimillénaire européenne qui est fondée à la fois sur Rome, sur Athènes et sur Jérusalem, sur le christianisme, je veux dire. Donc c'est une identité qui est européenne, qui est partagée par les peuples européens. Et moi, j'ai eu l'occasion de voyager un petit peu partout en Europe. Vous savez, je suis allé dans les pays baltes, je suis allé dans les Balkans, je suis allé dans les pays latins. Il est clair que nous avons une communauté de civilisation, alors qui ne nous définit pas à elle seule, mais nous avons une communauté de civilisation qui est assise notamment par ce triple héritage Grèce, Rome, christianisme, qui est appuyée par cette communauté, ethnique d'Européens que nous avons également en commun et qui ne nie pas les identités nationales. C'est-à-dire que les identités nationales s'expriment au sein de cette civilisation européenne. C'est-à-dire que moi-même, je suis un Européen d'expression française et de racines normandes. Rémi Tel. Non, alors moi je maintiens que s'il y a un fonds commun évidemment à l'Europe qui intègre en partie la conflictualité d'ailleurs, il n'y a pas d'ethnie européenne, il n'y a pas de racines culturelles identiques à l'ensemble des pays d'Europe et même pas au niveau religieux, et que quand bien même ce serait le cas,
cela ne nous contraindrait pas à être enchaînés les uns aux autres à des fins politiques. Rémy Tell, si on revient dans le concret, finalement, quand Giorgia Meloni dit qu'elle est anti-Bruxelles, ça résout aussi un petit peu la contradiction. Finalement, elle dit, comme le disait le général de Gaulle, je suis pour l'Europe des nations. Alors concrètement, c'est pas le cas, elle n'est pas encore dans l'Europe des nations, mais est-ce qu'elle peut tendre vers cela ? Mais ça, Clémence, ça c'est du Nicolas Sarkozy dans le texte. C'est-à-dire qu'on fait les rodomontades à la télévision parce que ça permet de se rendre sympathique auprès de la foule, mais on n'en fera rien. Et moi, je vous fiche mon billet que dans 2 ou 3 ans, on se dira que Giorgia Meloni aura été le Tsipras de droite et le Tsipras italien, parce qu'elle est bloquée. Et effectivement, vous avez rappelé en plus le problème de la dette, qui est un problème majeur qui tient l'Italie. Et ces actes parlent pour elle. Dans les 24 heures qui ont suivi son élection, on apprenait qu'elle avait fait un pacte avec Mario Draghi et elle envoyait des messages énamourés à Zelensky sur les réseaux sociaux. Zelensky, qui, on ne le rappellera jamais assez, est l'un des principaux pourvoyeurs d'armes de l'Azerbaïdjan, qui aujourd'hui est en train de détruire la première nation chrétienne. Et pourtant, le programme de Meloni, c'est Dieu, famille, patrie, je crois. Donc tout ça est une contradiction totale dans le texte. On peut continuer à perdre 10 ans, à s'entretenir d'illusions, à se dire qu'on va créer l'Union européenne de l'intérieur, etc. Ou se donner les moyens de nos ambitions, c'est-à-dire de retrouver la maîtrise de nos frontières, de retrouver aussi une identité pleinement française avec un fonds, je le concède évidemment à Bastien, avec un fonds européen. Mais pour ça, on doit se donner les moyens véritablement. Je peux répondre très rapidement. Alors, vous allez répondre et j'ajoute une question derrière. Rémy Tell, est-ce qu'on se donne les moyens de ces ambitions, sachant qu'aujourd'hui, on ne voit pas beaucoup de souverainistes aussi forts dans les candidats potentiels. Mais d'abord, la parole à Bastien Frima. Pardon. Alors, Clémence, vous citez le général de Gaulle. Alors, ça me permet de citer 2 fois, moi aussi, le général de Gaulle. Premièrement, on ne fait pas de politique en dehors des réalités. Le Gaulle fait politique en dehors des réalités, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, nous existons au sein de cette Union européenne. Il faut trouver un moyen de défendre le plus efficacement possible notre identité au sein de cette Union européenne. Et les exemples que vous avez donnés, Monsieur Tell, concernant certaines déclarations de Meloni ou certains actes de Zelensky, s'inscrivent aussi dans ce besoin d'agir au sein du réel. Même si, évidemment, je préférerais que l'on puisse être pur et parfait et imposer nos volontés pures et parfaites. Deuxième citation du général de Gaulle, et j'espère que nous serons d'accord, il disait c'est très bien qu'il y ait des Français jaunes, des Français noirs, des Français bruns. Il montre que la France est ouverte à toutes les races et qu'elle a une vocation universelle, mais à condition qu'il reste une petite minorité. Sinon, la France ne serait plus la France. J'espère que nous sommes d'accord là-dessus. Nous sommes quand même, avant tout, un peuple européen de race blanche, de culture gréco-latine et de religion chrétienne. Ça, propos du général de Gaulle. Oui, tout à fait. Je crois que c'est quand même une des références principales du courant souverainiste. Et en l'occurrence, lui savait très bien que la France avait une identité européenne forte. Mais alors, au-delà de ça, le problème de la souveraineté, pas le problème de la souveraineté, mais le problème du souverainisme en tant que courant politique, c'est que la souveraineté est un contenant qui ne détermine pas le contenu. C'est un moyen qui n'implique pas ou qui ne dirige pas l'action. Georges Bernanos avait publié La liberté, pourquoi faire ? Moi, je voudrais demander la souveraineté, pourquoi faire ? C'est-à-dire quel est le projet des souverainistes pour un identitaire ? L'État, en tant qu'instance souveraine sur son territoire, doit incarner l'essence du peuple dont il est l'émanation, en lui donnant une expression politique et en la protégeant comme telle. Un État qui ne se préoccuperait que de rester souverain, sans considération pour l'identité nationale, ne remplirait pas son rôle. Et il favoriserait le morcellement, l'affaiblissement du sentiment national, et ce faisant, logiquement, laisserait la place à l'émergence de souverainetés soit locales, telles qu'on a pu le constater notamment en Angleterre, mais aussi en Grèce, des tribunaux islamiques, ou d'instances de souveraineté supranationale. Je pense que là-dessus, on sera d'accord. Alors, Rémy Tell, le dernier mot, puisqu'il faut qu'on conclue cette table ronde. Alors non, justement, on n'est pas du tout d'accord. Moi, je crois que la souveraineté, c'est la condition de défense de l'identité, et que si on ne prend pas les sujets dans le bon ordre, on se condamne à se payer de bons mots. Et c'est aujourd'hui ce que font les identitaires européens, en allant crier sur tous les plateaux de télévision qu'il faut mettre fin à l'immigration, qu'il y en a assez, etc., mais en refusant
pleinement de s'en donner les moyens. Donc le souverainisme, c'est se donner les moyens de retrouver l'identité française. Et moi, je crois que nous sommes la France, justement, et que la France n'a pas à se laisser intimider par une réalité, cette réalité dont vous parlez, mais la politique, c'est bien de pouvoir transformer aussi le réel. Et moi, je me demande aujourd'hui, sans faire évidemment de procès d'intention à Bastien Frimas, je parle là de façon générale, si les identitaires ne sont pas devenus un peu les idiots utiles de l'oligarchie européenne, qui se sert d'eux comme un chiffon rouge en disant « Ah, vous voyez les méchants fascistes, etc. », tout en sachant qu'ils ne pourront de toute façon jamais changer la donne. Et jamais changer cette réalité qui est devenue l'Union européenne, immigrationniste, woke, et travaillant profondément contre les intérêts des peuples européens. Je suis obligé de vous laisser un petit peu répondre. Je reprends juste un exemple que j'ai pris en tout début d'émission, c'est-à-dire que la Pologne, au cours de son histoire millénaire, a été dominée, écrasée pendant des siècles et privée de sa souveraineté. Elle est restée la nation polonaise parce qu'elle a su préserver son identité. Et je pense que c'est aujourd'hui le combat que nous devons mener. Encore une fois, je ne me fais pas l'avocat de l'Union européenne. J'essaie d'apporter un petit peu de nuance, mais je suis absolument convaincu, et je pense que l'histoire le démontre, que l'identité prime totalement la souveraineté, puisque sans souveraineté, on peut conserver son identité. Sans identité, notamment à cause de l'immigration, invasion, sans identité, la souveraineté n'existe plus, puisqu'il n'y a plus de nation, il n'y a plus de peuple. Voilà, donc là-dessus, on ne vous mettra pas d'accord, mais on a bien compris qu'il y avait malgré tout un fond d'accord. Rémy Tell et Bastien Frimas. Rémy Tell, je rappelle que vous êtes fondateur du collectif Peuple Libre, auteur de Paroles révoltées aux éditions Perspectives Libres, et Bastien Frimas, auteur de ce livre Le privilège blanc, qui veut faire la peau aux Européens. C'est aux éditions La Nouvelle Librairie. Oui. Et porte-parole de l'Institut Iliade. Et porte-parole de l'Institut Iliade, oui, tout à fait. Merci beaucoup, Bastien Frimas, et merci à vous, Rémy Tell. Vous appréciez cette émission? Alors aidez Radio Courtoisie à en produire d'autres, en indépendance totale. Rendez-vous sur soutenir.radiocourtoisie.fr. Merci d'avance.